Alors bonjour à tous, merci d'être présent aujourd'hui pour accueillir Jean-Étienne Bassard, chargé de recherche au CNRS à l'IBMP de Strasbourg, l'Institut de biologie moléculaire des plantes, dans l'équipe évolution et diversité du métabolisme des plantes. Jean-Étienne est diplômé d'une licence en biologie cellulaire et physiologie à l'Université de Bourgogne, puis d'un master en sciences de la vie, avec une spécialité sciences du végétal. Au cours de son master, il effectue 2 stages à l'IBMP, le premier sur l'étude des cytochromes P450 métabolisant des xénobiotiques, et un second sur l'étude des métabolons impliquant des cytochromes P450. C'est un sujet sur lequel il a continué de travailler au cours d'un doctorat en sciences de la vie, spécialité biologie végétale à l'IBMP, qu'il a obtenu en 2010. Son sujet principal de thèse s'intitulait Étude des interactions protéines-protéines et protéines-membranes dans la voie des phénylpropanoïdes chez Arabidopsis, mettant en jeu des P450 des familles CYP73 et CYP98. Il a aussi réalisé une analyse fonctionnelle des CYP98-AS et des CYP73-AS chez le tabac. Entre 2012 et 2016, il poursuit en postdoc puis en tant que professeur assistant à l'université de Copenhague au centre de biologie synthétique dans l'équipe de Birger Müller. Il a travaillé sur 2 thématiques, premièrement l'étude de l'assemblage du métabolon de la durine, et deuxièmement sur l'élucidation des voies de biosynthèse phénolique. Ces travaux lui ont permis de participer à la rédaction de plusieurs articles scientifiques majeurs et de passer avec succès le concours de chargé de recherche au CNRS en 2018. Il rejoint par la suite l'équipe évolution et diversité du métabolisme des plantes à l'IBMP fin 2018. Dans cette équipe, il développe une thématique consistant à étudier le rôle des métabolons dans la régulation et la plasticité du métabolisme végétal. Et c'est ce dont il va nous parler aujourd'hui. Jean-Étienne, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci donc aux organisateurs de ce webinaire de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Et puis merci pour cette belle introduction. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc effectivement de métabolons. Alors pour commencer, je vais présenter juste rapidement l'IBMP. Donc l'IBMP, donc on est situé à Strasbourg. C'est un institut qui rassemble à peu près 180 membres, permanents et non permanents, qui sont regroupés dans 18 équipes et également 8 plateformes ou plateaux techniques. Cet institut est vraiment centré sur l'étude des plantes. Et on couvre des thématiques très larges, allant de l'étude de l'expression des gènes, l'étude de la régulation de l'ARN, l'étude d'organelles comme les chloroplastes, les mitochondries, la virologie et enfin le métabolisme des plantes. Donc dans cet institut, je travaille donc dans l'équipe dirigée par le professeur Emmanuel Gacrel, et on travaille sur l'évolution et la diversité du métabolisme des plantes. Dans cette équipe, nous sommes plusieurs porteurs de projets, nous concentrant sur différentes voies de biosynthèse. Et on a par exemple Emmanuel Gacrel, Franck Pinault et Nicolas Navreau qui travaillent sur différentes voies de biosynthèse du métabolisme spécialisé. On a Thierry Heitz qui travaille sur le métabolisme du jasmonate, Hugues Renaud sur l'étude de l'évolution des biopolymères et de la synthèse des biopolymères, et donc moi-même sur les métabolons. Donc nos recherches se complètent. On utilise des techniques et des approches qui sont similaires, de métabolomique, de protéomique par exemple, d'enzymologie et de phylogénique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces métabolons, biocondensats et la partition de phase, qui sont peut-être des termes, finalement, différents noms, différents termes, qui finalement ciblent peut-être le même aspect de la cellule, le fait finalement que les enzymes, les protéines s'organisent d'une certaine manière pour améliorer la plasticité et l'efficacité des voies métaboliques des plantes. Donc si on fait un petit peu de bibliométrie sur PubMed et que l'on suit un peu des mots-clés liés à cette étude des métabolons, des biocondensats, en cherchant des mots-clés type interaction protéine-protéine, protéines complexes, condensats biomoléculaires, les solvants euthétiques profonds, naturels, et les métabolons, on peut voir que d'abord, dans la littérature, on parlait d'abord de complexes protéiques. Ça fait déjà une centaine d'années que l'on sait que les protéines peuvent s'organiser en complexes. Ensuite, un peu plus tard, on s'est rendu compte finalement qu'il y avait donc des interactions protéine-protéine qui étaient mises en jeu, et on le voit par l'augmentation du nombre de papiers parlant d'interactions protéine-protéine. Autour des années 80, un terme est apparu, c'était le mot métabolon, et on voit également que les papiers traitant des métabolons augmentent d'année en année. Et beaucoup plus récemment, autour de 2010, on voit apparaître ce terme de solvant euthétique profond naturel. Et encore plus récemment, en 2015-2016, on voit apparaître un nouveau terme, des condensats biomoléculaires. Donc, on peut donc se poser la question, est-ce que ces condensats, est-ce que c'est vraiment une structure nouvelle dans la cellule? Est-ce que c'est simplement un mot, un buzzword, un mot à la mode?
Et donc, je vais vous laisser réfléchir à cela durant mon webinaire. Dans tous les cas, je vais d'abord vous introduire les définitions qui font consensus dans la communauté. Donc, tout d'abord, au sujet du métabolon. Donc, c'est un mot qui a été inventé par Srer durant un congrès en 1985, et il y a eu plusieurs papiers en 86 et 87 qui ont proposé une définition de ce terme. Et finalement, cette définition, depuis les années 87, n'a pas vraiment évolué, elle s'est juste confirmée. Et donc, le métabolon, c'est quoi? C'est un complexe fait d'enzymes, donc on peut appeler ça un complexe enzymatique. Mais il y a quand même une idée en plus que l'idée de simple complexe enzymatique. L'idée par derrière aussi, c'est que le complexe est transitoire et dynamique. On a également des protéines non catalytiques qui s'associent à ces enzymes. Et très souvent, on a également ce complexe qui s'associe à des éléments structuraux de la cellule, comme par exemple la membrane ou le cytosquelette. Qu'est-ce qu'apportent finalement les métabolons pour la cellule et la plante? Eh bien, en fait, du fait que les enzymes se retrouvent regroupées dans un nanodomaine au sein des cellules, ça permet à la cellule d'optimiser la concentration en enzymes et en substrat. Donc, indirectement, d'optimiser les rendements catalytiques des enzymes et également le rendement global de la biosynthèse. Du fait de leur concentration, ça permet également d'observer un phénomène de canalisation métabolique des intermédiaires qui peuvent être parfois toxiques ou labiles. Donc ça évite que ces intermédiaires soient relargués dans le cytoplasme de la cellule, par exemple, et ça évite donc qu'ils puissent être métabolisés par une autre voie de biosynthèse qui pourrait être compétitrice. Donc ça permet de diriger les flux métaboliques des voies de biosynthèse. Donc cette redirection, enfin ce contrôle des flux métaboliques permet donc aussi une adaptation, et la formation de ces métabolons permet une adaptation rapide du profil métabolique produit par une cellule, avec l'idée par derrière qu'une combinaison donnée d'enzymes donnera un certain lot de molécules à la fin, mais si on recombine ces enzymes avec juste une nouvelle enzyme, on pourrait peut-être produire d'autres molécules. Et ceci sans avoir besoin pour la cellule de synthétiser de nouvelles protéines, ce qui veut dire que du point de vue énergétique, c'est avantageux. Donc on peut voir finalement cette formation de métabolons, cette organisation, comme étant un niveau de régulation supplémentaire finalement du métabolisme. Quand je dis supplémentaire, c'est en plus des régulations transcriptionnelles et traductionnelles, par exemple. On peut se poser la question, est-ce que ces métabolons sont communs? Donc quand je dis commun, c'est commun chez les plantes, donc par exemple dans le métabolisme général et dans le métabolisme spécialisé, mais également commun à l'échelle des organismes du vivant. Donc les bactéries, les levures, les animaux, l'homme et les plantes. Si on regarde les différentes caractéristiques de la définition d'un métabolon, c'est-à-dire la canalisation des intermédiaires métaboliques, les interactions protéine-protéine, les interactions protéine-membrane, des effets allostériques, le fait que plusieurs enzymes soient impliquées dans le complexe et que le système soit dynamique, on peut se rendre compte que finalement la plupart des voies de biosynthèse, chez la plupart des êtres vivants et également donc du métabolisme général et du métabolisme spécialisé des plantes, la plupart de ces voies de biosynthèse peuvent être considérées comme organisées en métabolons. Donc, comme par exemple la voie de la purine chez l'homme, qui est l'un des métabolons sans doute le mieux caractérisé. Et également, par exemple, la voie des flavonoïdes, la voie de la lignine et la voie de la durine chez les plantes. Donc maintenant, concernant la définition de ces biocondensats. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un terme qui est apparu en fait dans les papiers autour de 2015. Et si l'on regarde la définition que l'on peut trouver dans une des premières revues parlant essayant de caractériser finalement ces condensats biomoléculaires, ils expliquent finalement qu'un condensat, ça permet de concentrer les enzymes et les substrats dans un endroit particulier de la cellule, ce qui permet de réguler finalement l'activité catalytique des enzymes, que ces concentrats peuvent être, enfin que ces concentrats condensent, enfin que ces condensats concentrent, pardon, des molécules, ce qui permet de contrôler également la compétition avec différentes voies de biosynthèse, donc ça permet de contrôler le flux métabolique. Enfin, on a besoin d'avoir une séparation de phase liquide-liquide pour avoir la fabrication de ces condensats biomoléculaires. Et cette séparation de phase se fait par l'action de différentes interactions entre macromolécules.
On dit souvent aussi que ces condensats sont des organites sans membrane. Et enfin, généralement, on a besoin de protéines qui ont des régions désordonnées pour pouvoir fabriquer, pour qu'il y ait fabrication finalement de ces condensats. Concernant maintenant la partition de phase liquide-liquide, si on regarde donc pareil une revue qui en parle, qui essaie d'expliquer ce qu'est la partition de phase, on voit que c'est un processus qui est essentiel pour les fonctions cellulaires, et ça permet de partitionner les fonctions cellulaires en fonction donc de leur rôle dans la cellule. Et cette partition des fonctions se fait donc par une ségrégation spécifique de certaines macromolécules biologiques. Donc macromolécules, ça peut être donc des protéines, ça peut être des métabolites ou d'autres choses. Donc si on voit ces définitions de ces trois termes, on se rend compte finalement qu'il y a une certaine complémentarité, un certain overlap aussi entre ces termes. Donc on peut se poser la question, effectivement, est-ce que finalement on n'utilise pas différents mots pour caractériser la même structure biologique? Aujourd'hui, je vais prendre comme exemple des résultats obtenus sur l'étude de la voie de biosynthèse des phénylpropanoïdes et également sur l'étude de la voie de biosynthèse de la durine, pour montrer en fait quelles sont les caractéristiques importantes dans cette formation des métabolons ou condensats biomoléculaires. Donc tout d'abord, je vais commencer avec la voie des phénylpropanoïdes. Alors j'ai étudié cette voie durant ma thèse en l'étudiant chez Arbiosys thaliana. Donc cette voie de biosynthèse fait intervenir différents enzymes solubles, donc la PAL, la 4CL et l'HTT. Elle fait aussi également intervenir des enzymes membranaires, des cytochromes P450, qui sont localisés à la surface des membranes du réticulum endoplasmique, du côté du cytoplasme. Donc le CYP73, aussi appelé C4H, et le CYP98, également appelé C3'H. Ces P450, pour leur fonctionnement, ont besoin d'électrons, qui sont généralement fournis par une réductase de P450, qui est également localisée à la surface des membranes du réticulum endoplasmique. Cette voie de biosynthèse est extrêmement importante pour la plante, car jusqu'à 30% du carbone créé par la cellule passe par cette voie de biosynthèse. Donc c'est extrêmement important pour la cellule, pour la plante, de pouvoir contrôler parfaitement ce flux de carbone au sein de cette voie de biosynthèse plutôt complexe. On a donc une partie de la voie de biosynthèse qui est commune à la plupart des sous-branches de la voie des phénylpropanoïdes, qui implique les trois enzymes du début de la voie de biosynthèse, qui synthétisent ce hub de P-CoA, et ensuite ce P-CoA peut être utilisé dans différentes branches de la voie de biosynthèse, qui peuvent parfois être en compétition dans les mêmes cellules, comme par exemple donc, la branche de la lignine, la branche des phénylamides ou la branche des flavonoïdes. Et ici, nous avons donc des enzymes HCT et CYP98 qui sont spécifiques à la branche de la ligne. Avant de commencer ce projet de thèse, il y avait déjà des données assez anciennes qui montraient qu'il y avait sans doute une formation d'un complexe enzymatique, d'un métabolon. On peut citer donc des données des années 70 qui montraient qu'il y avait une kinanisation de substrat de l'intermédiaire métabolique en début de voie de biosynthèse. Dans les années 80, il a été montré qu'il y avait sans doute une sorte de complexe supramoléculaire qui participait donc à la synthèse de certaines des molécules en début de voie de biosynthèse. Plus tard, dans les années 90, l'équipe de Richard Dixon, a montré qu'il y avait canalisation de substrat également dans cette partie de la voie de biosynthèse, et également qu'une des isoformes de la PAL, donc je rappelle, la PAL est normalement considérée comme une enzyme soluble, une des isoformes de la PAL était capable d'interagir avec les membranes du RE, du réticulum endoplasmique. Plus tard, cette même équipe a montré que, finalement que cette isoforme de PAL interagissait avec le CYP73 qui était sur la membrane du réticulum endoplasmique. Fin des années 90, début des années 2000, il y a eu également plusieurs articles qui, venant des études chez l'homme et chez les animaux, qui montraient qui expliquaient la mécanistique entre la réductase et les P450. Et ils montraient qu'une réductase, à un instant T, était capable d'interagir qu'avec un seul P450 pour lui fournir ces électrons qui sont nécessaires pour son fonctionnement. Donc, ce qui montre un peu également, au niveau architecture, comment peuvent s'organiser ces métabolons. Début des années 2000, il y a eu également plusieurs articles venant de l'équipe de Brenda Winkle-Shirley qui montraient qu'il y avait une kinanisation de substrat et des interactions protéine-protéine dans cette branche ici des flavonoïdes. Donc, dès le début de mon projet de thèse, l'objectif était d'étudier les interactions protéine-protéine entre les protéines
qui étaient spécifiques à la voie de biosynthèse de la lignine, c'est-à-dire 98 et HCT, en connexion avec les protéines qui sont communes à toutes les sous-branches de la voie de biosynthèse des phénylpropanoïdes, c'est-à-dire le 73 et la 4CL. Et nous avons pu montrer qu'il y avait hétéro- et homo-oligomérisation des P450. Il y avait également interaction des P450 avec les protéines solubles partenaires. On était capable de détecter une interaction entre les deux protéines solubles seulement quand on ajoutait les P450 dans le système. On voyait également une interaction, enfin une proximité plutôt, des protéines solubles et de la réductase de P450, nommée ATR1 chez Arbiopsis, mais seulement quand les P450 étaient présents. Et enfin, bien sûr, on arrivait également à détecter des interactions entre les P450 et la réductase. Donc, comme vous pouvez le voir, il y avait un très grand nombre d'interactions entre toutes les enzymes qui sont impliquées dans cette partie de la voie de biosynthèse, ce qui laisse supposer donc, la formation d'un métabolon, d'un complexe. Ensuite, nous avons voulu voir si 4CL1 et HCT pouvaient se comporter de la même manière que l'isoforme PAL1, qui a été décrit précédemment donc, par l'équipe de Richard Dixon. Donc, c'est-à-dire, est-ce que ces enzymes solubles sont capables d'interagir avec la membrane? Donc, j'ai produit et purifié ces enzymes solubles et on a fait des tests in vitro par résonance plasmonique de surface pour voir s'il y avait une interaction avec des bicouches lipidiques formées seulement de phospholipides, sans protéines, sans rien, juste des phospholipides. Et on s'est rendu compte que 4CL1 interagissait avec cette membrane de phospholipides et que cette interaction était dépendante de la constitution en phospholipides. En revanche, HCT ne semblait pas interagir dans ces conditions expérimentales. Ces données ont été complétées par des données in planta, où 4CL1 et HCT ont chacune été fusionnées avec une protéine fluorescente, la GFP, et on les a exprimées de façon transitoire dans des cellules épidermiques de Nicotiana matamyana. Et on peut voir que la distribution des protéines solubles, la construction 4CL1, autour des membranes du RE, ressemble à la distribution d'une protéine cytoplasmique libre, la GFP. En revanche, HCT semble distribuer un peu de la même manière que cette isoforme PAL1, qui avait été décrite par Richard Dixon comme interagissant avec la membrane. Donc, ce qui montre finalement, avec ces deux genres d'approche, que ce soit 4CL1 ou HCT, elles semblent interagir avec directement la membrane, les phospholipides, ou des choses en surface de membrane. Et cette interaction est dépendante de l'environnement. On a ensuite voulu voir si le métabolon pouvait être induit par un stress. Et nous avons choisi un stress blessure que l'on a réalisé donc sur ces plantes de Nicotiana batamyana, dans lesquelles étaient exprimés encore une fois 4CL1 et HCT avec des tags fluorescents. Et après blessure, quelques minutes après blessure, donc nous avons observé les cellules à proximité de la blessure, et on peut voir que la distribution de 4CL1 semble être plus proche du RE dans les différentes conditions testées. Donc, ce qui indique qu'il y a une relocalisation de 4CL1 sous le stress, sous l'effet du stress. On a pu observer également cette relocalisation d'HCT, mais elle était beaucoup plus faible, sans doute parce que finalement l'HCT était déjà très proche finalement des membranes du RE. Ensuite, nous avons cherché à savoir si d'autres protéines pouvaient être impliquées dans la formation du complexe enzymatique, du métabolon, en utilisant finalement les P450 comme APA dans une approche de tap-tag. Et avec cette approche, nous avons pu identifier une liste de protéines qui s'associent spécifiquement à ces P450. On peut citer par exemple le cytochrome B5. À l'époque de ma thèse, on ne savait pas si le cytochrome B5 avait un rôle important dans le fonctionnement des P450 chez les végétaux. Par contre, chez l'homme et chez les animaux, c'était montré que le cytochrome B5 pouvait parfois donner des électrons en supplément de ceux de la réductase, donc pour aider la réductase de P450, qui est normalement le donneur classique d'électrons. Dans cette liste de protéines, nous voyons aussi toute une série de protéines qui étaient décrites comme intervenant dans la maintenance des membranes du RE et dans la maintenance du RE. Donc, par exemple, comme les réticulons, qui sont connus comme étant impliqués dans le remodelage du RE et également dans la structuration des tubules du RE. On a également d'autres protéines qui sont connues comme intervenant dans
la connexion entre la RE et le chloroplaste ou la membrane plasmique. On a également certaines protéines qui étaient décrites comme intervenant dans le métabolisme des stérols et des lipides, comme la stérol méthyltransférase 2, ou comme par exemple les MSBP pour membrane stéroïde binding protein. À la fin, donc, par cette approche, on arrivait à montrer qu'il y avait d'autres protéines, des protéines du RE qui pouvaient potentiellement peut-être avoir un rôle dans le métabolon, car ils semblaient être associés avec donc, ces deux P450 qui étaient utilisés comme APA. Lorsque j'ai quitté mon labo de thèse, personne n'a continué ce projet dans l'équipe, mais il est intéressant de voir que autour de 2020, un papier a démontré que ces MSBP que j'ai mentionnés précédemment avaient un rôle essentiel pour le fonctionnement des P450 dans la voie de synthèse des phénylpropanoïdes, et ils ont pu montrer que les MSBP interagissaient avec les P450 et formaient aussi des homomères. Par contre, le mécanisme d'action de ces MSBP sur le fonctionnement des P450 n'est pas décrit, n'est pas connu. Si on fournit à AlphaFold des séquences d'une MSBP et du CYP73, par exemple, on peut voir que AlphaFold propose qu'il y ait une encre membranaire en N-terminal de la MSBP, et cette encre membranaire ferait une sorte de stacking d'encre avec le P450. En étudiant la localisation subcellulaire de MSBP, encore une fois avec le système Nicotina Bakamana et en utilisant une construction de fusion avec une GFP, on peut voir effectivement que la MSBP est localisée au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique. Donc, ce résultat est cohérent. AlphaFold propose également que la partie, disons, globulaire de la membrane, de la MSBP, serait positionnée plutôt sur la partie arrière du P450, à peu près là où normalement la réductase de P450 interagit pour fournir les électrons. On voit également qu'AlphaFold a peut-être du mal à proposer une structure définie de cette protéine. Alors peut-être aussi c'est lié au fait que cette protéine est effectivement une protéine avec des régions désordonnées. J'ai également tenté de proposer à AlphaFold de générer un multimère en lui proposant 2 séquences de MSBP et 2 séquences de CYP73, parce qu'on sait que les CYP73 peuvent interagir potentiellement entre eux, et que les MSBP font des homomères. Et on peut voir que même en proposant une nouvelle requête avec ces 4 protéines, on voit qu'il y a toujours ce stacking des encres membranaires, et on voit qu'AlphaFold propose toujours la MSBP sur la partie plutôt arrière du P450. Par contre, on voit que ça n'améliore en rien la structure proposée par AlphaFold. Il y a toujours une grande partie qui est désordonnée, avec cette queue C-terminale qui est même, qui n'est pas du tout prédite. Donc, en regardant la structure de ces MSBP et l'interaction possible avec un des P450 de la voie de biosynthèse, c'est encore assez compliqué de comprendre quelle est l'action exacte, finalement, de ces MSBP sur le fonctionnement des P450. Donc, pour l'instant, nous avons vu qu'il pouvait y avoir des protéines résidentes du RE qui ont un impact et qui interagissent avec les P450. On a également la même chose avec des protéines non catalytiques qui interagissent avec des protéines solubles dans cette voie de biosynthèse. Avec par exemple ici des articles qui, depuis 2018, montrent qu'il y a une protéine nommée Chalcone isomerase-like protein, pour CHIL, qui semble avoir un impact sur cette voie de biosynthèse. Il faut savoir que dans cette voie de biosynthèse, la CHS, la chalcone synthase, prend comme substrat le p-coumaryl-CoA et un malonyl-CoA pour normalement synthétiser l'anaragine chalcone. Mais lorsqu'on exprime cette CHS dans une bactérie, une levure ou une plante, ou si on fait des tests in vitro avec des enzymes purifiées, on voit généralement que cette CHS a tendance à produire beaucoup, et même surtout, du p-coumaryl triacétique lactone. Un intermédiaire, un sous-produit qui n'est pas utilisé dans la voie de biosynthèse. Par contre, ce que montrent ces différents papiers, c'est que quand la CHIL est présente, on voit qu'elle rectifie l'activité de biosynthèse de la CHS pour que cette CHS produise effectivement de l'anaragine chalcone et peu de cétale. On sait maintenant que la CHIL interagit avec la CHS. On ne sait pas encore exactement quel est le mécanisme, encore une fois, d'action de la CHIL. Donc peut-être qu'avec son interaction, le site actif de la CHS est modifié, ce qui améliore finalement sa réaction biochimique pour la synthèse de l'anaragine chalcone.
Mais pour l'instant, la mécanistique n'est pas encore connue. On sait également que la chyle est capable d'interagir avec d'autres enzymes de la voie de biosynthèse, comme par exemple la chalconisomérase. D'ailleurs, pour l'anecdote, du point de vue évolution des plantes, la chyle était présente avant la chalconisomérase. Et la chyle, en fait, a subi des mutations au cours de l'évolution qui lui a permis d'acquérir une fonction catalytique. Donc, on a pu voir que l'environnement des enzymes pouvait être important, donc que ce soit donc les lipides, les phospholipides, les membranes, ou également d'autres protéines non catalytiques. Et on peut également se poser la question, est-ce que d'autres métabolites pourraient avoir un impact sur l'activité des enzymes? Donc, on peut penser donc aux solvants naturels DIP euthétiques, qui ont été présentés il y a un mois par Ludovic Paquin. Et dans ce cas-là, j'ai testé récemment différentes combinaisons de métabolites qui peuvent participer à la formation de NADES. Et j'ai testé différents P450, l'activité de différents P450 dans ces NADES. Ici, je vous montre seulement deux exemples. La C4H, donc le type 73 en amont de la voie des films propanoïdes, et également une F3'H, qui arrive plus tardivement dans la voie de biosynthèse des films propanoïdes. On peut voir tout de suite que la C4H est fortement impactée, négativement impactée, par les solvants euthétiques qui ont été testés ici, mais également par les composants de ces solvants euthétiques. En revanche, la F3'H est très peu impactée par ces solvants euthétiques. On voit même que dans certains cas, comme dans ce cas-là avec la choline-glucose, on voit même qu'il y a une augmentation d'activité de cette enzyme d'environ 60% dans ce solvant euthétique. Ce qui montre que l'environnement également moléculaire des enzymes et du métabolon peut avoir un impact sur l'activité des enzymes et du métabolon, donc potentiellement un impact sur la régulation de la voie de biosynthèse. Donc, si je résume un peu les données venant de mes études, de mes recherches sur cette voie de biosynthèse, mais également les données d'autres équipes, on a pu voir que des enzymes solubles peuvent interagir avec des membranes, que la plupart des enzymes font des homo et des hétéroligomères, qu'il y a énormément de protéines non catalytiques qui peuvent s'associer avec les enzymes, que le métabolon de la voie des films propanoïdes est inductible, que les enzymes sont dynamiques à la surface du RE et dans le cytoplasme, que l'on observe malgré tout une canalisation extrêmement efficace de certains intermédiaires métaboliques, et enfin que l'environnement moléculaire est important, aussi bien donc les membranes que des métabolites qui seraient à proximité des enzymes. Donc tout ceci laisse supposer qu'il y a sans doute une formation de nanostructures dans la cellule, qui peuvent donc être qualifiées sans doute de métabolons ou de condensats, de biocondensats. Maintenant, je vais vous parler rapidement de la voie de biosynthèse et du métabolon de la durine. Donc la durine, c'est une molécule qui est produite par le sorgho, et c'est une molécule qui fait partie de la classe des glucosides cyanogéniques. C'est une molécule c'est une voie de biosynthèse c'est une molécule qui est synthétisée par une voie de biosynthèse relativement simple, donc ça en fait un modèle un peu idéal. Il y a seulement 3 enzymes qui sont impliquées, 2 cytochromes P450 qui sont localisés, encore une fois, à la surface des membranes du réticulum endoplasmique. Ces 2 cytochromes P450 ont besoin d'électrons qui sont généralement fournis par une réductase. Et on a également une enzyme soluble, l'UGT, qui permet la synthèse de durine. Cette voie de biosynthèse est la voie de biosynthèse principale de défense chez le sorgho. Pourquoi ? Parce qu'on a cette molécule, cet intermédiaire qui est un antifongique. On a la durine qui peut être hydrolysée par une durinase pour créer cette cyanohydrine qui pourra être convertie spontanément ou à l'aide d'une enzyme, l'alpha-hydroxynitrilase, en insecticide et en cyanure. Donc c'est une voie de biosynthèse qui est un système de défense qui est assez efficace. Mais c'est aussi un système de défense qui est dangereux pour la plante. La plante doit contrôler parfaitement cette voie de biosynthèse au risque, autrement, de produire du cyanure qui serait toxique pour ses cellules et ses tissus. Donc, dans l'équipe de Copenhague, ça faisait déjà depuis les années 80 qu'il supposait qu'il y avait une formation d'un complexe enzymatique, d'un métabolon dans cette voie de biosynthèse. Et nous avons essayé d'aller plus loin lorsque j'étais à Copenhague dans l'étude de ce métabolon. Nous avons développé une nouvelle approche qui consiste à utiliser un polymère de styrène et d'acide maléique dans le but de solubiliser les membranes et les protéines qui sont associées à ces membranes sans l'utilisation de détergents. Et c'est vraiment important car en fait, dans ces complexes enzymatiques qui font intervenir des interactions protéines-protéines faibles, dès qu'on utilise des détergents, en fait, on casse toutes les interactions et on casse le complexe.
Donc on a pu, avec ce système de polymères, isoler des sortes de nanodisques avec les phospholipides et les protéines en surface. Des nanodisques qu'on peut observer ici en microscopie électronique avec une ombre sans doute formée de protéines. On a réussi à isoler des nanodisques constitués, supportant finalement le métabolon de la durine, les deux P450 de la voie de la durine. Et on a pu voir que ces P450 étaient associés avec un certain nombre de protéines qui résident à la surface, dans le RE et qui interviennent dans la maintenance du RE et dans le métabolisme des lipides. Encore une fois, le même genre de famille de protéines qu'on avait pu observer avec la voie de biosynthèse de l'adenine. Ensuite, nous avons cherché à essayer de comprendre comment ce métabolon fonctionnait en faisant une reconstitution in vitro du métabolon dans des liposomes. Et lorsque l'on ajoute l'UGT aux deux cytochromes P450, on voit que l'UGT a un impact sur la quantité totale de molécules produites par la voie de biosynthèse, par le métabolon, que l'UGT soit active, c'est-à-dire qu'elle est son cofacteur du B-glucose, ou que l'UGT soit inactive. Ce qui veut dire que l'UGT, même inactive, a un effet positif sur l'activité des P450, donc un effet allostérique. Pour aller plus loin, nous avons injecté dans le système l'aldoxime. Donc l'aldoxime, c'est le produit du 79 et le substrat du CYP71. Et on voit qu'en ajoutant cet aldoxime, on ne change pas drastiquement la quantité de molécules produites par le métabolon. Ce qui indique que l'UGT n'a pas d'impact réellement sur l'activité du 71, mais a potentiellement un impact sur l'activité du 79 ou sur la canalisation de l'aldoxime entre le 79 et le 71. Durant les expériences de SMALP, que j'ai mentionné il y a quelques minutes, on avait pu identifier donc des protéines non catalytiques ou même des protéines catalytiques qui étaient spécifiquement associées avec le métabolon de la durine, mais on a aussi déterminé qu'il y avait certains phospholipides qui étaient spécifiquement associés avec ces P450. Donc toujours avec le système in vitro de liposomes et la reconstitution du métabolon dans ces liposomes, nous avons testé l'activité de ces deux P450 avec des liposomes composés de différents phospholipides. Et on s'est rendu compte que le CYP71 avait son activité qui était fortement impactée par la constitution en phospholipides, et on a corrélé ça avec la charge négative de la membrane. Donc on voit ici, encore une fois, que l'environnement du métabolon, donc ici la membrane, peut avoir un impact sur celui-ci en ayant un impact sur l'activité d'une de ces enzymes. Ensuite, l'objectif était d'étudier ce métabolon donc, in planta. Donc, nous avons utilisé le système Nicotiana-Batamana, où on exprimait les différentes enzymes de cette voie de biosynthèse de façon transitoire. Lorsqu'on exprime les deux P450 de la voie de biosynthèse de la durine, on peut voir que l'on produit déjà de la durine, ce qui indique qu'il y a une UGT endogène à cette plante qui est capable de biosynthétiser la durine. Par contre, dès qu'on ajoute l'UGT de la voie de biosynthèse de la durine du sorgho, on voit que l'on produit 262% de durine en plus, et cette fois-ci sans relargage de sous-produits de cette voie de biosynthèse. Ce qui indique qu'il y a une canalisation efficace des intermédiaires métaboliques entre ces trois enzymes. Vu que dans la suite du projet, l'idée c'était de tester des constructions de fusion avec des protéines fluorescentes, j'ai testé si l'ajout de cette protéine fluorescente pouvait avoir un impact sur l'activité des enzymes et du métabolon. Et on peut voir que quelle que soit la combinaison, on produit toujours la même quantité d'urine, avec de nouveau très peu de sous-produits générés. Ce qui indique que la canalisation métabolique est extrêmement efficace dans cette voie de biosynthèse. Même si, pourtant, nos données de protéomie quantitative, que ce soit chez le sorgho ou chez cette plante Nicotiana batamania dans laquelle on a reconstitué le métabolon, même si ces données de protéomie montrent que ces enzymes de la durine sont très très diluées. Donc ici, c'est juste une figure pour vous montrer à quel point ces enzymes sont diluées. Sur 5000 protéines du réticule endoplasmique, que ce soit chez sorgho ou Nicotiana batamina, il y a seulement 4 réductases de P450. Il y a 12 79, 22 71, 26 autres P450 qui peuvent intervenir dans d'autres voies de biosynthèse, et enfin 21 UGT de la voie de la durine. Donc si réellement les enzymes étaient organisées de façon aléatoire à la surface du RE, il n'y a pratiquement aucune chance de pouvoir observer une canalisation métabolique, ce qui indique qu'il y a sans doute une organisation spécifique de ces enzymes.
Donc, on a voulu vérifier les interactions protéine-protéine par une approche de FLIM. Donc, pour expliquer rapidement, l'idée, c'est de fusionner une protéine A avec la GFP, fusionner une protéine B avec la RFP. Si A et B interagissent, on peut observer un phénomène de transfert d'énergie entre le donneur, la GFP, et la RFP. Et on verra une décroissance du temps de vie de la fluorescence de la GFP. Plus proches seront les protéines GFP et RFP, meilleur sera le transfert et donc plus faible sera le temps de vie de la fluorescence de la GFP. Ce fret se passe sur une distance de 1 à 10 nanomètres environ. Et pour avoir une idée un peu sur les tailles, un P450, c'est une forme globulaire d'environ 5 nanomètres, et une GFP, c'est une forme cylindrique de 4,2 sur 2,4 nanomètres environ. Donc l'objectif ici de cette approche, c'était de scanner les feuilles de Nicotiana batamana dans lesquelles différentes combinaisons de constructions fluorescentes étaient exprimées. Et on obtient avec le microscope confocal ce genre d'image avec des fausses couleurs, avec la couleur qui indique le temps de vie de la fluorescence, et donc indirectement l'interaction de protéines. Donc toutes les combinaisons possibles ont été testées entre les différentes enzymes de cette voie de biosynthèse. Donc par exemple, le CYP71 fusionné avec une GFP et l'UGT fusionné avec une RFP. On a essayé de déterminer s'il y avait du fret entre ces deux protéines, avec ces deux protéines exprimées seules ou en combinaison avec le CYP79 qui n'était pas tagué. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les combinaisons aujourd'hui, mais je vais juste vous montrer deux exemples marquants, je trouve. Donc grâce à tous les contrôles qui ont été faits, on a pu voir que l'UGT interagissait spécifiquement avec les P450 de la voie de biosynthèse d'adurine. Et le fret détecté était même plus grand lorsque on coexprimait le troisième partenaire de ce métabolon. Ce qui indique que donc l'UGT interagit avec ces P450 qui sont membranaires, et il y a une certaine coopération dans la stabilité des interactions, dans la stabilité du métabolon. Je vous avais dit précédemment que les P450, pour fonctionner, ont besoin d'une réductase, appelée également POR. Donc la POR, c'est un partenaire direct des P450, qui est essentiel au fonctionnement des P450. Par contre, la POR n'est pas partenaire direct des UGT. Et on peut voir ici que lorsqu'on coexprime les deux ensemble, on ne voit pas de signal de fret. En revanche, on voit un signal de fret significatif entre POR et UGT quand on coexprime un ou deux des P450 intervenant dans la voie de synthèse de la durine. Ce qui indique finalement qu'il y a une très très forte proximité de l'UGT avec la réductase de P450 quand et seulement quand les P450 sont présents dans le système. Ce qui laisse donc suggérer que ces métabolons, ces condensats, se forment autour de la réductase de P450. On a pu démontrer avec cette approche qu'il y avait hétéro- et homo-oligomérisation de l'ensemble des enzymes de la voie de biosynthèse. Ensuite, avec le système Nicotiana-batamana, nous avons essayé d'aller plus loin en étudiant le dynamisme de ces enzymes en utilisant une approche de fluorescence correlation spectroscopie. Donc l'idée ici, c'est d'étudier les vitesses de diffusion moyennes des différentes constructions fluorescentes dans un volume très petit de la cellule, juste en surface du réticulum endoplasmique. Et nous avons pu voir que les différentes protéines de cette voie de biosynthèse ont des vitesses de diffusion moyennes beaucoup plus faibles, que ce soit pour les P450 ou également pour l'UGT, lorsque ces composants sont coexprimés avec les deux autres partenaires. Ce qui indique que lorsqu'elles sont ensemble, elles doivent former une structure, et du fait de la taille de cette structure, ça a tendance à réduire les vitesses de diffusion moyennes de chacune de ces protéines. Ce qui montre encore une fois qu'il y a sans doute formation d'une nanostructure dans la cellule. Donc on a pu montrer qu'il y avait formation d'un métabolon dans cette biosynthèse qui était extrêmement dynamique, exactement un peu comme ce qu'on a pu voir avec le métabolon de la voie de biosynthèse de la lignine. On a essayé également d'aller un petit peu plus loin avec cette voie de biosynthèse en étudiant l'effet de l'environnement moléculaire, car seulement quelques années avant mon passage à Copenhague, dans le début des années 2010, il y avait l'équipe de Robert Verpoort qui avait montré que les solvants euthétiques profonds pouvaient avoir peut-être un impact sur la solubilisation de certains métabolites de plantes et sur également le fonctionnement d'enzymes. Dans cette voie de biosynthèse, ça peut être quelque chose d'essentiel, car encore une fois, si cette voie de biosynthèse est dérégulée, le risque, c'est de produire du cyanure. Donc on doit avoir une canalisation extrêmement efficace, un contrôle extrêmement efficace de cette voie de biosynthèse. L'hypothèse initiale était que même si la durine est synthétisée dans le cytoplasme,
car l'UGT est cytoplasmique et car les P450, même s'ils sont membranaires, ils sont en fait à la surface côté cytoplasme du RE. L'idée, c'est que la durine est envoyée dans la vacuole des cellules végétales pour son stockage et sa stabilisation. L'idée ancienne était également que la durinase était plutôt localisée, d'après des vieilles expériences, était plutôt localisée au niveau du chloroplaste, soit à l'intérieur, soit à la surface. C'était difficile de conclure. Par contre, des données récentes remettaient un peu en question ces localisations et montraient que la durine n'était pas finalement stockée dans la vacuole, mais plutôt dans le cytoplasme, donc là où elle est synthétisée. Et la durinase semble être également effectivement dans le chloroplaste, en surface du chloroplaste, mais également dans le cytoplasme. Ce qui veut dire qu'à chaque instant, dans la cellule, la durinase peut rencontrer la durine et donc potentiellement produire du cyanure. Donc il doit y avoir un système de contrôle pour éviter que cela se passe. Et donc on a émis l'hypothèse que c'était peut-être des sortes de solvants esthétiques qui existaient dans la cellule. On a étudié cela par des tests colorimétriques au début, en testant différentes combinaisons de solvants esthétiques. Et on peut voir ici que dans un tampon phosphate classique, lorsque l'on met de la durine et de la durinase, on a effectivement production de cyanure, car l'on voit cette coloration bleue. Lorsque l'on ajoute à ce tampon phosphate la cyanohydrine, qui peut être convertie spontanément en cette molécule et en cyanure, on voit également production de cyanure. Par contre, ici, en exemple, avec ce potentiel NADES formé de glucose et de tartrate, on voit qu'il n'y a pas de production de cyanure. Donc, soit ce NADES empêche l'activité de la durinase et ou stabilise la cyanohydrine pour empêcher la production de cyanure. Mais dans tous les cas, il semble que l'environnement moléculaire, encore une fois, semble avoir un impact sur l'activité des enzymes ou la conversion spontanée de molécules. L'équipe de Copenhague a continué à travailler sur cette thématique et a publié un article en 2020 montrant que l'ensemble des enzymes de la voie de biosynthèse ainsi que la réductase de P450 pouvaient être impactés par la présence de solvants esthétiques. Ici, l'exemple que j'ai mis, c'est simplement que ces enzymes étaient plus résistantes à la température. Donc si je résume un peu tous ces résultats, on voit que ces deux voies de biosynthèse font intervenir des différentes enzymes qui sont extrêmement diluées dans la cellule, mais pourtant on a une kinanisation extrêmement efficace des métabolites. Et on a pu observer qu'il y avait des interactions physiques et fonctionnelles multiples entre ces différentes enzymes, et également entre les enzymes et la membrane. On a pu voir qu'il y avait homo- et hétéroligmarisation des enzymes, ce qui indique qu'il n'y a pas seulement une seule copie de chaque enzyme dans un métabolon ou un biocondensat. Enfin, ces enzymes sont associées avec des protéines non catalytiques. Donc on a vu aujourd'hui les réductases, les cytochromes B5, certaines protéines participant à la maintenance du RE, et également par exemple aussi la chyle, qui a un impact sur l'activité de la CHS. L'ensemble de ces enzymes sont extrêmement dynamiques à la surface du réticulum endoplasmique. On a également le réticulum endoplasmique des plantes qui est beaucoup plus dynamique que celui des animaux, par exemple, et de l'homme. Et enfin, on a pu voir que l'environnement moléculaire de ces enzymes, donc des métabolons, peut avoir un impact sur leur fonctionnement, que ce soit donc les membranes, directement les phospholipides, de potentiels NADES formés avec, par exemple, des métabolites du métabolisme primaire général, ou également, par exemple, des hydrotropes, qui pourraient être formés avec certains intermédiaires du métabolisme spécialisé. Donc finalement, que ces structures dans les cellules soient appelées métabolons ou biocondensats, il semble qu'il y a une organisation spécifique de l'ensemble des enzymes des voies de biosynthèse en des structures bien définies. Et actuellement, le challenge dans cette thématique, c'est donc de continuer à comprendre quelles sont donc les enzymes qui participent activement à une voie de biosynthèse, mais comprendre donc toutes les protéines non catalytiques qui peuvent être associées à ces enzymes et qui permettent de réguler leur activité, mais également, encore une fois, de déterminer quels sont les phospholipides et les potentiels métabolites qui feraient partie de l'environnement, qui pourraient avoir un impact sur ces enzymes. Pour, à plus long terme, pouvoir comprendre comment ces structures se forment dans la cellule et comment donc la cellule régule leur formation et comment ces structures permettent d'améliorer, de réguler, d'améliorer la plasticité des voies de synthèse. Et à plus long terme, peut-être de comprendre comment finalement ces structures également évoluent au cours de l'évolution des plantes. Merci pour votre attention.
Je remercie donc chaleureusement donc les équipes de l'IBMP et de l'Université Copenhague avec toutes les personnes qui ont pu m'aider sur ces différents projets depuis mon tout premier stage donc à l'IBMP en 2004, ça fait déjà quelques années. Il y a de plus en plus de personnes avec qui donc je collabore, donc je vais pas citer les noms, mais je cite juste je montre juste les instituts de rattachement de ces personnes. Merci encore pour votre attention. Et si vous avez des questions, Merci n'hésitez pas. beaucoup, Jean-Étienne, pour cette présentation. Donc, oui, on passe aux questions. Vous pouvez soit prendre la parole directement, soit utiliser le chat si vous préférez. Pas de questions? N'ayez pas peur, je ne mords pas. Ah, si, on a une question. Allez-y, je vous laisse prendre la parole. Bonjour Sandrine, Institut Jean-Pierre Bourgin à Versailles. D'abord, merci pour ce topo très intéressant. Je me demandais si vous aviez des données, c'est une question assez générale et d'ignorante, si vous aviez des données sur la régulation de la transcription en fait de ces protéines. Est-ce qu'elle est, enfin comment ça se passe? Est-ce qu'elles sont toutes Oui, de la même façon? Alors de la même façon, je ne suis pas sûr, mais effectivement, sur certaines de ces enzymes, que ce soit dans la voie de biosynthèse, enfin plutôt dans la voie de biosynthèse des phénylpropanoïdes, il y a des exemples de régulation post-traductionnelle avec des phosphorisations, etc. Il y a aussi des données de régulation transcriptionnelle. Bon, il n'y a pas des détails sur toutes les enzymes. Je ne suis pas sûr qu'il y a une seule méthode de régulation pour toutes les enzymes de ces voies de biosynthèse. Mais effectivement, la formation du métabolon, c'est finalement un niveau de régulation supplémentaire aux régulations entre guillemets traditionnelles que l'on connaît depuis très longtemps et qui sont bien étudiées. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, ça va. Merci. De rien. Il y a une question dans le chat. Ouais, je vois. Quelle est la durée de vie estimée de ces métabolons ou des biocondensats? Eh ben, ça, c'est une bonne question. Parce que pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas non plus quelle est la taille exacte de ces condensats métabolons. Ça, ce sont des choses, effectivement, ça fait partie des challenges, de comprendre comment ces choses se forment, quelle taille elles font, et puis déterminer combien de temps elles sont capables de durer, quoi. Et effectivement, oui, peut-être que la modélisation moléculaire pourrait permettre de répondre un peu à ces questions. Mais du point de vue expérimental, c'est assez compliqué de vraiment étudier ça, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, j'ai pas l'impression. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, merci encore Jean-Étienne. Merci. Pour cette présentation. Et je vais vous partager rapidement mon écran pour vous présenter le webinaire de janvier prochain, qui exceptionnellement n'aura pas lieu le premier mercredi du mois, puisque c'est le 1er janvier, mais qui aura lieu le 8 janvier, pas 2024, mais 2025. Et nous recevrons Nicolas Papaïkonomou de l'Institut de chimie de Nice, qui nous parlera d'approches expérimentales et théoriques pour l'extraction à l'aide de solvants biosourcés et la purification de composés naturels, comment la théorie peut aider l'expérimentateur. Donc ça reprendra un petit peu la suite de la présentation de Ludovic Paquin du mois dernier. On voulait aussi tous vous remercier de nous avoir suivis en 2024 sur les
8 webinaires que nous avons eu cette année, qui ont été suivis en général par entre 30 et 40 personnes. Donc, merci à tous. On vous enverra le programme de 2025 au début de l'année. Et on a aussi une chaîne YouTube qui n'a pas été actualisée depuis longtemps. Il y en a peut-être qui ont voulu chercher des vidéos et qui ne les ont pas trouvées. Donc on va essayer de l'actualiser avant la fin de l'année, si vous voulez retrouver toutes les vidéos des webinaires. Et si vous souhaitez présenter vos recherches ou si vous souhaitez en apprendre davantage sur une certaine équipe ou que vous avez des idées de personnes, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous laisse mon mail à l'écran. Merci encore, merci à tous, merci Jean-Étienne et je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin d'année.